L'Académie de chirurgie a tenu une session sur la chirurgie humanitaire. Comment en vient-on à la chirurgie humanitaire? Alors, je crois que la première des réponses, c'est que c'est une question de vocation. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, j'ai eu envie de rendre un petit peu ce que j'avais eu la chance que la vie me donne. Ça, c'est la première des motivations. La deuxième, c'est que j'ai eu envie aussi peut-être de me sortir de ma bulle, je dirais, high-tech occidentale, pour un petit peu relativiser les choses. Et puis après, au fil de l'eau, il y a bien entendu des catastrophes humanitaires, un certain nombre d'événements graves qui sont liés à des guerres ou des catastrophes naturelles pour lesquelles on se sent porté et on pose sa candidature pour intervenir. Ça a été mon cas au travers d'une association qui s'appelle Médecins du Monde, qui m'a répondu dans un premier temps qu'elle n'avait pas besoin de moi pour me répondre un mois après, à l'issue du tsunami, qu'elle avait besoin de mes services. Alors, y a-t-il des vocations? Il y a absolument des vocations qui naissent essentiellement, généralement un petit peu plus sur le tard, parce que ça fait appel à un certain degré de maturité dans son parcours de vie, parce que surtout lorsqu'on est chirurgien, d'abord on se préoccupe de sa formation d'excellence, donc on pense finalement pas trop passer à ces problématiques, et puis je dirais qu'avec l'expérience, et puis avec le développement, avec les événements qui se passent dans le monde actuellement, eh bien, ça stimule les vocations de cette façon-là, très progressivement. Il est rare que ce soit d'emblée. Est-ce qu'il y a des besoins dans le domaine de la chirurgie humanitaire? Alors, les besoins sont considérables et on le pressentait et on le disait, notamment les organisations non gouvernementales, les ONG qui sont sur le terrain et qui alertaient la communauté internationale sur la nature des besoins. Et puis il y a eu ce que j'appellerais cette bombe d'une grande publication du Lancet, de la commission du Lancet, qui en 2015 a, au décours d'une étude, démontré que 5 milliards d'individus n'avaient pas accès à des soins chirurgicaux de base de bonne qualité, et principalement dans les pays en développement, où le constat est dramatique, puisque 9 personnes sur 10 n'ont pas accès à ces soins chirurgicaux de base, ce qui est bien entendu responsable d'une très très lourde mortalité. Ces besoins sont plus importants que réunis le paludisme, la tuberculose et le sida, et donc je crois qu'il était grand temps que les grands technocrates confortablement assis derrière le bureau des Nations Unies, de l'Union européenne, prennent conscience de cela. Et je crois que ça y est, c'est amorcé depuis cette publication, avant, mais surtout depuis cette publication. Et je crois qu'il y a une mobilisation maintenant qui commence à se faire, avec une augmentation de l'aide au développement qui incontestablement est là, mais certainement aussi a besoin d'être mieux répartie, et notamment sur ses besoins chirurgicaux. Alors la chirurgie humanitaire, c'est aussi de la formation, et pas seulement de la formation des chirurgiens. La chirurgie humanitaire, c'est de la formation d'une part des chirurgiens qui vont aller sur le terrain, et d'autre part, bien entendu, des personnels médicaux locaux. Les chirurgiens qui vont partir sur le terrain. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous sommes actuellement face à une pénurie de chirurgiens qui veulent partir sur le terrain, à la fois pour des raisons sécuritaires, vous savez que nous sommes dans un monde de plus en plus insécure, mais d'autre part parce que dans ces contextes précaires, il faut quand même beaucoup faire de la chirurgie générale, ce à quoi ne se prête plus le parcours du chirurgien formé en France ou ailleurs, qui d'emblée est très spécialisé, ce qui décourage souvent les meilleures volontés. Alors pour résoudre ça, il y a un certain nombre de moyens. Il y a des grandes associations, par exemple Médecins sans frontières, le Comité international de la Croix-Rouge, qui font de la formation de chirurgiens. Et puis d'autre part, sur le terrain, des chirurgiens un petit peu plus jeunes sont seniorisés par des chirurgiens d'expérience. Voilà un petit peu la façon qu'on a de résoudre ces problèmes. La deuxième réponse à cette question, c'est évidemment la formation d'équipes chirurgicales sur le terrain. La formation d'équipes chirurgicales sur le terrain, je dirais une formation dans un premier temps nord-sud, c'est-à-dire un transfert de compétences du nord vers le sud, se fait en gros dans deux domaines, c'est un petit peu caricatural, mais en chirurgie essentielle, c'est-à-dire la chirurgie de base, cette chirurgie qui par des gestes simples peut sauver des vies, et la chirurgie spécialisée. Alors concernant la chirurgie de base, il faut absolument que des personnels médicaux locaux qui ne sont pas forcément des médecins, mais des infirmiers ou des infirmiers spécialisés puissent être formés à ces gestes chirurgicaux de base, une appendicite, une hernie étranglée, etc., pour pouvoir sauver des vies.
Ça, c'est le premier volet, et ça en appelle, donc, pour cette chirurgie essentielle, à un nombre extrêmement important d'actes supplémentaires qui pourraient être réalisés et qui sauveraient des vies. Ça s'appelle du transfert de compétences avec de la délégation de soins, et c'est extrêmement important. Alors, concernant la chirurgie spécialisée, il y a beaucoup de programmes qui se développent actuellement dans le monde, notamment dans la cœlioscopie, où les demandes, évidemment, sont de plus en plus importantes. Et là, dans ces cas-là, par contre, on forme déjà des chirurgiens qui ont été formés, et on forme donc à ces spécialités des chirurgiens en cœlioscopie, comme je viens de vous le dire, en urologie ou d'autres spécialisés en spécialité ou en orthopédie, par exemple. Gérard Pascal, merci.